Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo littérature, puisque le week-end dernier s'est tenue la 6e édition de Angoulême ce livre, qui réunit, je crois, à peu près 100 auteurs. Ce qui était intéressant, c'était justement la dimension humaine de ce salon qui a permis de rencontrer pas mal d'auteurs et d'autrices, de discuter avec eux, d'échanger. Donc j'ai apprécié leur disponibilité et puis aussi d'assister à différentes rencontres autour de thématiques. Et là, j'ai eu des coups de cœur pour certains auteurs que je n'ai pas pu voir par manque de temps. Et oui. Donc je vais aller dans l'ordre chronologique des découvertes. Je suis allée tout d'abord rencontrer Jérôme Attal. Et j'ai acheté son livre, son dernier roman, qui est Petit éloge des chats. Alors moi, j'ai 2 chats chez moi. Je suis une passionnée de chats depuis toujours. Et j'ai rencontré donc un auteur super sympa, disponible. C'est lui qui a mis tous les post-it ici, pattes de chat, tête de chat. Vraiment super cool. Je vais vous lire la 4e de couverture. Petit éloge des chats. Indépendant, curieux, mystérieux et, c'est incontestable, adorable, les chats ont réussi leur mission, conquérir le cœur des humains. De Patenron, le chat d'Hermione Granger, au réel Instagram, du Smelly Cat de Freelance à l'insaisissable Catwoman, il faudrait plus de 9 vies pour recenser leurs déambulations inspirées, aussi bien dans nos quotidiens que dans la pop culture. Vénérés sous Cléopâtre, puis associés aux sorcières à la Renaissance, leur rédemption et leur salut viendront des artistes. Les dessinateurs, comme l'anglais Louis Vine, les poètes T.S. Eliot ou Baudelaire, les peintres Manet ou Balthus, et bien sûr les écrivains. Un petit éloge jubilatoire qui tente d'approcher le mystère de l'attachement des humains aux chats. Et donc, je vais vous lire la première page. Je vais ma petite dédicace avec un petit dessin. Et je vais vous lire la première page. Écrire sur et avec un chat. Dans la nuit des temps, de l'Égypte ancienne où le félin était élevé au rang de divinité, jusqu'au confort douillet de nos pavillons modernes, le chat, ce concentré de mignonnerie et de sauvagerie assumée, a toujours su fasciner par « Miaou !»« Oui, qu'est-ce que tu veux, Mitzi ? De l'attention ? Des croquettes ? C'est déjà l'heure de ta mousse ? Attends une minute, la situation requiert un minimum de concentration, je suis en pleine écriture. » Depuis la nuit des temps, de l'Égypte ancienne où le félin a été élevé au rang de divinité, jusqu'au confort douillet de nos « Qu'est-ce que tu as à me regarder avec cet air de porter sur tes moustaches toute la misère du monde ? J'arrive dans un instant, je suis en train d'écrire une phrase importante. La première phrase, tu ne peux pas comprendre, toi. Toi, tu es un chat. Toutes tes phrases sont des premières phrases, depuis la nuit des temps. Miaou, mi. Hé, c'est quoi ce miaulement ? Tu veux jouer au jeu des imitations ? Et voilà, j'arrête là, parce que je ne vais pas arrêter sinon. Donc voilà, je pense, un livre cocooning, ronroning. Et il faut savoir aussi que l'auteur est compositeur, je crois, parolier. Attendez, oui c'est ça, parolier plutôt. Donc il a écrit plus de 400 chansons, dont Vanessa Paradis, Johnny Hallyday, Florent Pagny, dit Xit, la 4e de couverture. Et il a reçu en 2020 le Grand Prix SACEM de la chanson française pour l'ensemble de ses œuvres. Voilà, je vous mettrai son nom ici, Jérôme Attal. Il est sur Spotify, Deezer, les plateformes musicales. Il est sur Instagram. Vraiment un auteur charmant, très très gentil, très bienveillant. Et ça, c'était
une superbe rencontre. Ensuite, je suis allée assister à la conférence de Franck Tillier, qui était avec une jeune autrice, Laetitia Gilles, et qui ont parlé justement des thrillers et des polars. Et ensuite, je suis allée prendre le dernier roman de Franck Tillier, La Faille. La frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît. Et c'est, je crois, la 14e enquête de Charcot. Là, la même chose, je vais vous lire la première page. Il y a une dédicace à toutes les mamans. Il y a plusieurs citations de différents auteurs. Ça va de La Fontaine à Edgar Allan Poe. Et c'est autour de la mort, la thématique. Donc, première page. C'était un de ces dimanches soirs d'automne, de ceux qui décrochaient les dernières feuilles des arbres, où la plupart des gens restaient cloîtrés chez eux, dans la douceur enveloppante de leur foyer, à regarder la télé, coucher leurs enfants, ou lire un bon livre près de la cheminée. Aude Raspic et Nicolas Bélanger, eux, planquaient tout feu éteint sur un chemin de terre enfoncée dans la campagne gorgée des récentes pluies glacées de novembre. De cet emplacement, les 2 flics de la brigade criminelle avaient une vue dégagée sur la seule route permettant d'accéder à cette partie du bois de Vosgien, s'étalant de part et d'autre de la frontière entre les Yvelines et l'Essonne. Un peu plus loin, une voie perpendiculaire à cette communale se perdait entre les arbres pour mener à un recoin invisible où il était possible de garer un véhicule à l'abri des regards. C'était cet endroit précis qui intéressait les policiers. Nicolas roula en boule l'emballage aluminium de son sandwich, le fourra dans le vide-poche déjà encombré, et considéra sa compagne qui s'arc-boutait comme elle pouvait, les bras tendus au-dessus d'elle jusqu'à toucher le plafond. À 5 mois de grossesse, elle supportait de moins en moins l'immobilité qu'imposaient ses planques. Voilà pour la première page. Donc pareil, rencontrer Franck Tillier qui a dédicacé ce livre, vraiment quelqu'un de très très gentil, disponible et ouvert, franchement que du bonheur. À côté de lui, il y avait une jeune autrice, Laetitia Gilles, une Charentaise, qui nous a expliqué qu'elle avait voulu écrire un polar en premier roman. Et elle était très intimidée, mais c'était vraiment... Elle m'a convaincue d'aller lire son histoire. Donc elle disait que, donc là c'est Meurtre en Charente, donc c'est dans le Cognacet. Et elle expliquait qu'elle avait vu son histoire comme un voyage dans le temps, parce qu'il y a une double temporalité entre le temps moderne et, si j'ai bien tout suivi, le temps moderne et l'époque de la Première Guerre mondiale. Et ça se passe dans le Cognacet. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Donc Meurtre en Charente, Mémoires oubliées, Les Chais écarlates. Après la mort de ses parents, Lily Damiano, une jeune journaliste, je reprends. Après la mort de ses parents, Lily Damiano, une jeune journaliste ayant perdu la fibre créatrice, est forcée de couvrir la conférence annuelle d'une grande maison de cognac. Durant cette soirée, elle assiste à une rixe entre 2 candidats aux élections municipales. Poussée par son instinct, elle se met à enquêter sur le passé familial d'une candidate dont l'ancêtre a été arrêté et condamné pour des crimes odieux et qui revient la hanter à mesure que les élections approchent. Grâce aux dons de sa famille, Lily va voyager dans le passé à la recherche de cet ancêtre et va malgré elle se retrouver plongée au milieu des intrigues aux prémices de la Première Guerre mondiale. Est-il vraiment le monstre que l'histoire retient ou devra-t-elle se battre pour faire éclater la vérité au grand jour? Voilà. Donc Laetitia Gilles, c'est une jeune autrice de 24 ans qui adore l'écriture, la généalogie et l'histoire. Et elle disait que son inspiration, c'était par exemple la série Outlander.
Donc voilà, pour ça, je me suis dit, pourquoi pas craquer et participer un petit peu à la découverte de ce premier roman. Donc je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Ensuite, dans les dédales du salon, euh, j'ai rencontré Philippe Besson et j'ai acheté son dernier roman. Ceci n'est pas un fait divers. Voilà. Je vous lis la 4e de couverture. Ils sont frères et sœurs. Quand l'histoire commence, ils ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots, ceux que la cadette, témoin malgré elle, prononce en tremblant. Papa vient de tuer maman. Passé la sidération, ces enfants brisés vont devoir se débrouiller avec le chagrin, la colère, la culpabilité, et remonter le cours du temps pour tenter de comprendre la redoutable mécanique qui a conduit à cet acte. Avec pudeur et sobriété, ce roman, inspiré de faits réels, raconte, au-delà d'un sujet de société, le long combat de deux victimes invisibles pour réapprendre à vivre. Voilà. Et là aussi, rencontre avec un auteur vraiment très bienveillant. Et je vais vous lire la première page. Donc il y a plein de dédicaces. Au téléphone, d'abord, elle n'a pas réussi à parler. Elle avait pourtant trouvé la force de composer mon numéro, trouvé aussi la patience d'écouter la sonnerie retentir 4 fois dans son oreille, puisque j'étais occupée à je ne sais quoi à ce moment-là et que j'ai décroché à la dernière extrémité. Finalement, elle m'avait entendu crier son prénom dans une sorte de précipitation, car j'étais tracassée à l'idée d'avoir manqué l'appel, mais au moment de s'exprimer, aucun son n'est sorti, aucun. Comme si soudain elle était devenue muette, et en réalité c'était ça exactement. Elle était devenue muette, sous la violence du choc. Moi, je ne savais rien du choc. Je savais juste que ma petite sœur m'appelait, ce qu'elle ne faisait qu'en de très rares occasions. On ne se parlait pas beaucoup, et généralement c'était en tête-à-tête lorsque je rentrais le week-end. Et si j'étais un peu surpris, je n'étais pas vraiment inquiet. L'inquiétude a déboulé quand j'ai entendu son souffle seulement, dans le téléphone, sa respiration, la respiration de quelqu'un qui suffoque. Voilà, ça ressemblait à une suffocation. Alors j'ai recommencé à m'exclamer. J'ai dit Léa Léa, c'est toi? Et pas de réponse. Voilà. Je découvre en même temps que vous les premières pages. Hein. Je ne les ai pas lues avant. Donc, j'avoue que au départ, les coquelicots, m'ont attirée quand le roman est sorti. J'ai failli l'acheter pour ça, puis après, comme j'ai plein de livres, je puis à lire partout. J'ai dit, oh, ça attendra. Et voilà, bah là, l'occasion, j'ai discuté avec l'auteur, avec Philippe Besson, et j'ai dit, allez, hop, j'achète le livre, hein, parce que c'est un féminicide, hein, donc fait de société, et voilà. Et comme je suis dans la transmission avec des jeunes, je me dis qu'il me faut le lire maintenant. Ensuite, j'ai assisté à plusieurs conférences, la conférence de Stéphane Alix. J'ai des livres de lui que je vais lire, donc je reviendrai avec vous là-dessus. J'ai vu une conférence aussi de Eric Fotorino et de Akaya, c'est un japonais. Je vais prendre mes notes, sinon je vais encore écorcher son prénom. Donc Eric Fotorino et Akira Mizubayashi. Donc lui, je connaissais parce que j'avais lu des extraits de son roman Âme brisée. Et voilà, ça a été un gros coup de cœur à les entendre tous les deux, parce que leur roman parle de la recherche de l'identité. Et il y a eu une lecture d'un extrait du roman Mon enfant, ma sœur de Eric Fotorino, et une écriture poétique, une histoire assez difficile sur la quête d'identité. Et je pense que ça va être mon prochain achat au mois de novembre. Et suite
inoubliable de Akira Mizubayashi, lui aussi, il a expliqué qu'en fait, il avait écrit ce roman, ce dernier roman, dans l'idée d'une trilogie avec Âme brisée. Donc il y a Âme brisée, mais de mémoire. Âme brisée, La Reine de cœur, je crois, et donc Suite inoubliable, hein, donc autour d'un quatuor violon, violoncelle, et voilà, une suite en filigrane, un fil conducteur sur la mémoire et l'identité. Vraiment des coups de cœur pour ces deux hommes là aussi, plein de douceur, de bienveillance, formidable. Ensuite, j'ai assisté à la rencontre avec Bertrand Perrier, donc c'est lui qui fait les concours d'éloquence. Donc là, ça a été le bouquet final, on va dire, de la journée pour moi. Je n'ai pas pu assister à la rencontre avec Marc Lévy, puisque ça ne correspondait pas avec mon horaire. Et en faisant un dernier tour du salon, cette couverture-là m'avait fait de l'œil. L'autrice était à côté de Laetitia Gilles. Et donc je suis allée la voir en partant. Et j'ai discuté avec elle pour connaître un petit peu son univers. Donc c'est un peu dark fantasy, si j'ai bien compris. Et donc j'ai pris voilà, Urban Fantasy. Et Va au diable, ça m'a attiré. Le dessin aussi m'a attiré. Et elle disait que donc c'est Claudia Iannicello qui a fait la couverture. Et c'est un ou une amie, je pense que c'est elle, une amie tatoueuse alors du coup, qui a fait les dessins magnifiques. Ah oui, j'ai pas donné les éditions, je les mettrai en filigrane. Donc son pseudo d'artiste c'est Sanguine. Illustration intérieure c'est Automne Cèdre, voilà. Et pareil, je vais vous lire la 4e de couverture. Et si le diable avait enjolivé ses pactes infernaux? Un petit shop de tatouage dans une ville oubliée ne propose pas que d'innocents motifs. On peut aussi y vendre son âme pour un peu d'encre. Littéralement. Doté d'un talent exceptionnel et intermédiaire direct de Lucifer, Nessa crée des compositions uniques pour chaque client venu chercher son salut. Mais ce travail implique bien plus que des horaires intenables et un mal de dos persistant. L'âme de Nessa, tout autant menacée que celle de ses clients, voit son propre contrat passé avec son employeur infernal arriver à son terme et annoncer sa mort. Les pactes conclus avec Lucifer sont réputés inviolables. Son unique chance de s'en tirer consiste à réaliser l'impossible, arnaquer le diable. Mais peut-on arnaquer le diable? Donc, Va au diable de Sanguine, et je vais vous lire. Alors, dédicace à mamie, oseras-tu affronter le diable en compagnie de Nessa? Je vais vous lire la première page. Pareil, toujours en exergue des citations. Non, je lis la première page. Lorsque des clients spéciaux, c'est écrit en italique, franchissaient le seuil du shop, Nessa les reconnaissait à chaque fois. Elle ne savait pas exactement comment l'expliquer. Quelque chose dans leur démarche, dans leur regard. Quelque chose dans l'air qui semblait s'épaissir durant quelques secondes et s'accrocher à leurs pas. Quelque chose dans le tintement de la cloche qui perdait ses accents cristallins lorsque la porte la heurtait, pour donner une note plus grave, presque un son d'alerte. Et puis bien sûr, il y avait leur peur ou leur excitation. Mais cela venait après, passé l'instant où elle aurait pu les prendre pour des clients ordinaires. Et alors, elle savait ce qui les attendait, elle et eux. Quelque part, une petite boule de matière sombre se formait dans ses entrailles, gluante et gelée, prête à se répandre dans tout son corps et à laisser l'angoisse l'empoisonner. Mais quelque chose d'autre l'accompagnait invariablement, le frisson du défi, le goût du challenge, de l'interdit. Voilà. Pas mal, hein, j'aime bien. Déjà, j'ai envie d'en savoir plus. Donc là, je pense que je
Là, je suis en train de lire Le Dernier des Pentes, donc cher Ko Ah. Et mais je pense que je vais lire en parallèle celui-ci parce qu'il bon, vous voyez, hein, il est court. Et je pense le faire entrer dans le Pumpkin Challenge aussi, parce que femme forte, il y a une thématique là-dessus. Donc je pense que le faire entrer là-dedans. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, j'attends peut-être la fin octobre, donc peut-être la fin de la semaine prochaine, pour vous parler déjà des lectures qui sont entrées dans le Pumpkin Challenge, et je vais vous faire un retour. Ensuite, au mois de décembre, puisque j'ai pas eu le temps, pas pris le temps de faire des reviews, des vidéos sur mes lectures depuis le mois de janvier dernier, je pense que je vais vous présenter le ou les romans chouchous de chaque mois. Ouais, je pense que je vais vous faire ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, moi j'étais hyper satisfaite de ma journée dans ce salon parce que tout était bienveillant, cocooning, et j'ai adoré ce moment. En plus, il faisait pas beau dehors, il pleuvait, et les gens étaient pas du tout énervés. Les auteurs étaient vraiment, je dis, à disposition, ils étaient heureux de rencontrer leur public. Le public, bah, justement, s'entraidait, on papotait ensemble. Et puis l'organisation était au top. Enfin bon, bref, moi j'ai vu aucun nuage à part ceux qui étaient à l'extérieur. Et voilà. Donc, bonne expérience. En tout cas, dans ce que j'ai présenté, j'espère que vous aimerez certaines thématiques. Là, vous voyez les genres, multigenres. Franck Tillier, je sais que je vais avoir peur. Mais bon, l'auteur est tellement sympa, franchement, ça fait du bien en fait de rencontrer les auteurs et de voir leur personnalité, même si ça dure 2-3 minutes. Franchement, topissime. Voilà, j'arrête là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne lecture du coup. Bye bye. N'hésitez pas en commentaire me dire ce que vous lisez, si vous aimez lire, patati et patata. Bye bye, à très bientôt. Je voulais terminer cette vidéo par l'adaptation du roman de Vanessa Springora, Le consentement. Je trouve que c'est important d'en parler. Le film a été très dur à regarder, très difficile, euh, très pesant. On est emprisonné comme l'est cette jeune fille entre les mains que vous voyez là, l'affiche dit tout en fait. Elle est emprisonnée et pourtant on pourrait dire qu'elle est consentante, mais voilà, le film interroge sur cette notion de consentement. Y a-t-il consentement valable quand on est sous l'emprise de quelqu'un qui manipule une jeune fille ou de jeunes enfants? Donc quelle est la valeur de son consentement quand on est victime de manipulation? Voilà, c'est un film qui fait froid dans le dos, mais je suis contente d'avoir passé le cap et d'être allée le voir, même s'il a été très 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 dur à regarder.